Alors la question qu'on se pose, c'est pouvons-nous nourrir 10 milliards de terriens à horizon 2050 ? Eh bien moi, la question que j'ai envie déjà de vous poser, c'est combien pouvons-nous nourrir d'êtres humains aujourd'hui ? Pouvons-nous nourrir les 7 milliards d'individus que nous sommes ? Pouvons-nous en nourrir 9 milliards ou même 10 milliards ? Eh bien, à vrai dire, ce sont 12 milliards de personnes que nous pouvons nourrir avec la production alimentaire actuelle. Nous produisons 4 600 calories par personne et par jour, et en fait, on a besoin d'environ 2000 calories pour vivre. Donc aujourd'hui, on peut nourrir tout le monde, non seulement les terriens d'aujourd'hui, mais aussi les terriens de demain. Alors pendant qu'on produit suffisamment de nourriture pour nourrir 12 milliards de personnes, eh bien dans le même temps, ce sont 795 millions qui continuent à souffrir de la faim aujourd'hui. Et ce chiffre est à mettre en regard à un autre qui peut aussi nous interpeller, c'est que 600 millions d'adultes, dans le même temps, sont obèses. Donc on voit aujourd'hui un fossé entre deux mondes, le monde du trop, de l'excès, de la surabondance, et le monde du trop peu, de la faim et de l'inégalité. Alors quand on regarde maintenant spécifiquement les enfants, eh bien il y a 100 millions d'enfants qui sont en insuffisance pondérale aujourd'hui, et dans le même temps, vous avez 42 millions d'enfants qui sont en surpoids et qui sont obèses. Et je pense que ces chiffres doivent nous interpeller. Alors, puisqu'on parle d'enfants, à titre un peu plus personnel, parce que je suis une maman, j'ai été, comme vous tous, j'imagine, bouleversée par l'image du petit garçon syrien échoué sur la plage. Et même si c'est totalement différent et que ça n'a rien à voir, en tant que présidente d'Action contre la faim, j'ai tenté de m'imaginer ce que ce serait une plage avec 3 millions d'enfants couchés sur le sable. Et en fait, je n'ai pas réussi à m'imaginer ce que ça pourrait faire. Et pourtant, ce sont 3 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent par an des conséquences de la faim. Je pense que c'est insupportable, c'est intolérable, ça doit nous interpeller, ça doit nous révolter même, et ça doit réveiller en nous notre âme de militant qui veut changer le monde. Ce n'est plus possible. Ce monde-là ne peut plus durer. Alors, effectivement, la faim recule. Dans les années 90, il y avait 1 milliard d'affamés, et aujourd'hui, plus que 795 millions. Mais les progrès sont inégalement répartis, ce n'était pas partout pareil. Globalement, ça a beaucoup baissé en Asie de l'Est et de l'Asie du Sud-Est, notamment la Chine. Ça a beaucoup baissé en Amérique latine, notamment au Brésil. Mais dans le même temps, vous avez l'Afrique subsaharienne qui a toujours un quart de sa population qui est sous-alimentée. Et dans les Caraïbes, c'est 20%. Donc ces progrès sont quand même inégalement répartis sur la planète. Et en proportion de ces 1 milliard en 90 et 795 millions aujourd'hui, on voit bien que l'Asie de l'Est et du Sud-Est a baissé et que la part du lion revient à l'Afrique subsaharienne et à l'Asie du Sud, et notamment à l'Inde. Alors nous pouvons éradiquer la faim. Quels sont les défis ? Nous pouvons le faire, il y a des tonnes de solutions, on sait que c'est possible, mais nous devons faire face à certains défis. L'urbanisation, le changement climatique, les crises humanitaires liées à des catastrophes d'origine naturelle ou humaine, l'accaparement des terres agricoles, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, les conflits armés, avec toutes ces conséquences, notamment les déplacements de population, et je pense que là, cette réalité, elle nous arrive à nos frontières, et enfin les épidémies, et ses conséquences sur les systèmes de santé. Le défi de l'urbanisation, c'est quoi ? Aujourd'hui, 56% des terriens vivent en ville. En 2030, ce sera 60%, et en 2050, ce sera 66%. Mais ça ne va pas arriver partout uniformément sur la planète, c'est surtout en Afrique et en Asie que l'urbanisation va s'accentuer, va devenir galopante. Et cette forme d'urbanisation, ça ne va pas être des maisons confortables avec l'eau et l'électricité, ça va être beaucoup de bidonvilles. Ça va être des gens qui vivent dans des logements comme ceux-là. 40% aujourd'hui de l'urbanisation, c'est déjà du bidonville. Et les prochains, ce sera sans doute encore plus. Vous imaginez assez aisément les gens qui vivent dans ces conditions sanitaires, qui sont pauvres, qui n'ont pas accès à la nourriture des marchés et qui vont être des futurs affamés. Les catastrophes d'origine naturelle. Alors, je ne vais pas analyser tout le graphe, je vous rassure tout de suite, mais j'attire votre attention quand même sur les chiffres du bas, et notamment le fait que 87% de ces catastrophes sont d'origine climatique. On va y revenir. Et qu'elles coûtent 1,4 trilliard de dollars sur les 10 dernières années. C'est une fortune qui a été engloutie dans ces catastrophes, avec 1,7 milliard de personnes affectées. Et quand une personne est affectée par une catastrophe naturelle, alors les 13%, c'est notamment les tremblements de terre qui ne sont pas d'origine climatique, ce sont des gens qui n'ont plus rien, qui se déplacent, des déplacés climatiques, et qui, naturellement, s'avancent vers de l'insécurité alimentaire et de la faim. Alors le changement climatique, c'est ça.
C'est des poussées de sécheresse en plein milieu d'une plantation. Ce sont des inondations, c'est trop d'eau, pas assez d'eau. C'est la dégradation des sols, la salinisation des eaux. Et en fait, ce changement climatique aujourd'hui, on le sait, c'est démontré, affecte les plus vulnérables, les paysans, notamment en Afrique, qui, soit dit en passant, n'y sont absolument pour rien au dérèglement climatique. Donc l'injustice est absolument flagrante et les résultats désastreux sur la production alimentaire. L'accaparement des terres agricoles. Alors ça, c'est un scandale silencieux. On ne pourra pas exactement dire combien de millions d'hectares sont vendus à des concessionnaires étrangers, notamment en Afrique. C'est entre 60 jusqu'à des centaines de millions d'hectares qui ont été, on appelle ça accaparés, c'est-à-dire achetés, pour ensuite faire des productions sur ces terres arables qui ne seront pas les productions alimentaires, et notamment les agrocarburants. On a trouvé que c'était une bonne idée d'avoir des agrocarburants pour améliorer le climat, et donc on achète des terres pour les produire. Ces terres ensuite ne sont plus produites, ne produisent plus de nourriture, et les paysans vont défricher, déforester, libérer du CO2 sur de nouvelles terres pour pouvoir s'alimenter. Donc on voit bien qu'on a un cercle complètement vicieux qui s'est créé à partir d'une bonne idée, mais qui malheureusement touche encore une fois les paysans dans de l'agriculture familiale, notamment en Afrique. Les conflits armés et ses conséquences. Nous avons aujourd'hui 6 crises de niveau 3, du niveau des Nations Unies, qui est le plus gros niveau. Si on enlève Ebola, ça veut dire qu'on a des conflits internes, des conflits armés. On n'en a jamais eu autant en même temps. On est débordés. Nous, les humanitaires, on est complètement débordés face à cette situation. Ce sont des déplacements de population en dizaines de millions. 33 millions de réfugiés internes, 18 millions de réfugiés externes. C'est des millions de personnes qui doivent trouver refuge pour des questions de sécurité et tout laisser derrière eux. Et puis vous imaginez aisément l'état des pays qui sont sujets à ces conflits, avec la destruction des récoltes. On ne va pas cultiver son champ quand on a des combats qui peuvent se faire. L'anéantissement total de l'économie. On ne va pas au marché certainement vendre sa production quand on est en plein milieu d'un conflit. Et cela va créer bien naturellement de l'insécurité alimentaire pour des populations qui vont se retrouver par millions, par centaines de milliers à nos frontières, à vivre dans des conditions comme celle-ci, et en l'occurrence, c'est en Irak. Les épidémies, ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu cette énorme épidémie d'Ebola au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée, qui a tué des milliers de personnes. Mais ça va plus loin que ça. Ça a tué des milliers de personnes, mais ça a notamment tué tous les médecins qui s'occupaient des malades. Ça a donc décimé les systèmes de santé. Au Libéria, la moitié des enfants de moins de 5 ans est en malnutrition chronique. Ce sont des enfants qui n'ont pas assez de vitamines, de nutriments pour être en bonne santé, qui ont des retards de croissance et des retards de développement. Et puis ils allaient chez le médecin pour se faire soigner, comme on va chez le pédiatre, et maintenant il n'y a plus de médecin. Et de toute façon, on n'y va pas puisqu'on a peur d'avoir Ebola. Donc non seulement vous avez la maladie, mais vous avez aussi un système de santé qui est complètement à genoux. Et puis aussi, ces gens-là ne vont plus cultiver à nouveau, n'ont plus de production économique, et on voit une destruction du programme alimentaire sur place pour alimenter les populations. Alors la question de la faim, vous l'aurez bien compris, ce n'est pas une insuffisance de nourriture. On peut nourrir 12 milliards de personnes aujourd'hui. Donc là n'est pas le problème, c'est vraiment son inégale répartition. Alors il y a des leviers. En fait, la faim, on peut l'éradiquer, et je vais vous démontrer qu'il y a des programmes qui ont eu un succès énorme, qui ont permis d'éradiquer la faim totalement dans certains coins du monde. Vous avez les leviers politiques, la croissance, le développement des systèmes de protection sociale et la promotion de régimes alimentaires, d'accès à l'eau et d'hygiène. Alors je vous parlais de la Chine. La Chine a réussi à sortir de la faim 155 millions de personnes. Quand on passe de 1 milliard à 800 millions, en fait c'est la Chine quasiment qui est génératrice de toute cette baisse. C'est parce qu'il y a une croissance très soutenue et une croissance qui a sorti de la pauvreté les plus vulnérables pour créer une classe moyenne. Ça a eu un effet vertueux, mais à l'inverse, ce n'est pas suffisant. Quand on voit l'Inde a également une grosse croissance économique, et pourtant la faim stagne, et peut-être même continue à augmenter. Donc ça ne suffit pas. Le cas qui est plus intéressant, parce que c'était une volonté politique extrêmement forte, c'est le cas du Brésil, avec un programme qui porte bien son nom, qui est le programme Faim Zéro, qui a été associé à un autre, le Bolsa Familia. Et là, c'est un dispositif holistique, complet, avec des mesures qui sont ciblées sur les plus vulnérables, une augmentation des revenus de 25% des plus pauvres, des cantines gratuites, de l'accès à l'eau, de la remise en économie, du microcrédit, extrêmement ciblé, un reciblage du PIB sur ces populations-là, donc on a vraiment déplacé de la richesse pour ces populations, et c'est très simple,
il n'y a plus d'affamés au Brésil. Il n'y en a plus. 20 millions de moins que dans les années 90 et un taux de zéro. Donc on voit bien que ça marche quand les décideurs politiques prennent en main ces solutions. L'agriculture familiale, j'aimerais vous en faire l'apologie pendant 1 heure, mais je n'ai pas le temps. Donc je pense que les prochains vont développer, mais c'est pour moi et pour nous, chez Action contre la faim, la solution, en particulier si c'est associé à l'agroécologie. C'est très simple, l'agriculture familiale, on produit ce que l'on mange localement, on a du travail, on respecte l'environnement, et en fait, on sort de la faim. Les populations qui, et c'est totalement contradictoire, en souffrent le plus, ce sont les petits paysans qui, par la même occasion, produisent 70% de ce qu'on mange. Et eux meurent de faim. Donc c'est tout de même un scandale, mais cette solution, si on la favorise, peut éradiquer la faim. Donc oui, la Terre est en capacité de nourrir les 10 milliards. On peut même en nourrir 12 milliards. Et oui, il existe des leviers pour éradiquer définitivement la faim. Ces leviers sont des leviers politiques. Ça veut dire que c'est entre nos mains. La politique, c'est nous. Nous pouvons élire des décideurs qui vont prendre les solutions, puis prendre les décisions et mettre en œuvre les solutions pour éradiquer la faim. C'est possible, le Brésil l'a montré, et nous devons être interpellés. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus possible que 3 millions d'enfants meurent de faim par jour, et il faut que demain, ce chiffre soit de 0. Et pour citer mon ami Jean Zidler, la faim est faite de main d'hommes et peut être éliminée par les hommes. On peut le faire. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas un tremblement de terre auquel on ne peut rien. La faim peut être éradiquée. Nous pouvons et nous devons être la génération qui met fin à la faim. Je vous remercie.